Donc, on se retrouve donc pour une deuxième partie sur cette émission sur la loi de programmation pour la justice avec Maître Florent Verdier. Et cette mobilisation, j'ai envie de dire que ça a été une mobilisation qui a été forte, mais qu'en même temps, elle a été mal comprise ou mal relayée. C'est-à-dire que donc c'est le fameux mouvement Justice morte. Alors, parce que vous en avez peut-être entendu parler. Si vous en avez entendu parler, vous êtes assez chanceux quand même, parce que il n'y a pas eu un grand impact médiatique. Donc c'est pour ça que je pensais à mal relayer. Bon. Et mal comprise, puisque pas de relais. Oui, il y a eu des articles, on a fait la une de l'Humanité, je crois. Oui. Non, il y a eu un petit relais, mais c'est vrai que de toute façon, malheureusement, il faut se rendre à l'évidence que les mouvements de contestation pour la justice, malheureusement, n'intéressent pas grand monde. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand il y a eu la refonte. La réforme de l'AJ ? Ouais, je parlais juste encore avant. D'accord, on a eu plus globalement une refonte du droit social avec les lois Macron. Dans la rue, il n'y a pas eu grand monde. C'est passé comme une lettre à la poste. Donc, alors que ça touche un nombre encore plus grand, évidemment, de personnes, on n'a pas eu une contestation, une mobilisation. Je pensais à la réforme de l'AJ, puisque pour les plus anciens de la chaîne s'en souviennent, c'est la première fois qu'on a fait des vidéos d'entretien comme ça, avec déjà un membre de l'UJA de Bordeaux, puisque c'était à l'époque Anne-Claire Boyer, qui était vice-présidente de l'UJA de Bordeaux à l'époque. Qui était présidente. Juste avant. C'était juste d'accord, avant, parce que j'étais son vice-président après. Oui, à chaque fois qu'il y a des mobilisations, des contestations professionnelles sur le service public de la justice pour tenter de sauver ce qu'il y a à sauver, évidemment, les citoyens, les justiciables, ils nous regardent avec des grands yeux. Pourquoi ? Parce que déjà, on n'a pas cette culture, nous, de la contestation, de la mobilisation. Nous ne sommes pas des contestateurs par nature. Nous sommes vus souvent comme des notables et c'est très difficile à imaginer que des professionnels du droit, avocats, magistrats, greffiers puissent contester et crier avec des drapeaux et des mégaphones dans la rue. Et du coup, il y a une absence de visibilité parce que les moyens qu'on utilise pour faire entendre notre voix, ils sont pas assez efficaces. Nous sommes des légalistes, évidemment, nous respectons l'état de droit, nous respectons l'ensemble des règles. Voilà, non, mais oui, voilà. on est trop timide, je crois, dans la contestation. Je crois qu'il faut utiliser malheureusement des moyens de communication des moyens d'action et communiquer sur ces moyens d'action beaucoup plus virulents pour pouvoir se faire entendre. Quand les autres professions, elles contestent pour sauver leur profession, mais encore une fois, nous, notre contestation, c'était pas pour sauver notre profession, puisque nous, on s'adaptera toujours, c'était pour tenter de sauver les valeurs du service public de la justice pour que les justiciables puissent avoir une justice de proximité, une justice qui garantit leurs droits, une justice qui leur permet d'être entendus et protégés. Et c'est pas le cas. Donc, pourquoi on n'est pas entendu ? Parce que je crois que c'est à nous-mêmes qu'il faut en vouloir. C'est nous-mêmes ne frappons pas assez fort. Il faut utiliser des moyens d'action beaucoup plus importants sans évidemment aller à la violence. Loin de là, mon souhait. Et alors, l'UJA, c'est plutôt les jeunes avocats. Enfin, je dis plutôt parce que ça va jusqu'à 40 ans quand même. La limite a été fixée à 40 ans. On est jeunes jusqu'à 40 ans. Encore quelques mois. Mais est-ce que c'est pas effectivement à l'UJA d'aller apporter des nouvelles solutions, d'aller proposer des nouveaux moyens d'action, alors toujours dans le respect des lois et des règlements, sans violence et ça, et même peut-être une nouvelle communication sur ces questions-là. On a vu donc on parlait de Didier Paris et de Laetitia Avia, Nicole Belloubet également, ont beaucoup communiqué par les réseaux sociaux, par Twitter notamment. Alors, parfois avec une mauvaise foi sur laquelle nous reviendrons, mais est-ce que effectivement il n'y a pas ce besoin d'avoir une réponse, une communication dense
des avocats sur ces nouveaux moyens-là? Alors, moi, pour ce qui me concerne, je pense que c'est déjà le cas. C'est pas assez, puisque le sujet de base, c'est de dire pourquoi on n'est pas entendu. Ça existe déjà. Il y a des outils de communication. La FNUJA communique depuis très longtemps sur les réseaux. Elle a été pionnière dans l'utilisation justement de tous ces réseaux, de toutes ces nouvelles technologies de l'information. On a tout ce qu'il faut, on fait tout ce qu'il faut, on est toujours en première ligne de toutes les contestations, on est toujours en première ligne de toutes les manifestations. Nous sommes présents pour la protection des justiciables tout le temps. Depuis que je connais l'UJA, j'ai toujours vu l'UJA en première ligne. Après, comment est-ce que l'UJA doit être porteur d'une nouvelle forme de contestation? Certainement, c'est à la réflexion. Après, c'est extrêmement difficile de savoir, sans être dans l'illégalité, comment se faire entendre si nous ne menons pas d'action forte. C'est l'enjeu, c'est le challenge. Et puis les jeunes confrères qui veulent nous rejoindre peuvent venir nous apporter leurs solutions. Et notamment, nous sommes en constant renouvellement sur ces questions-là, puisque le principe même de base des unions de jeunes avocats, c'est justement de faire venir des jeunes avocats et de renouveler et d'apporter cette fraîcheur et ces nouveaux outils pour pouvoir être beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui, effectivement. Et alors, la question qui me vient derrière, c'est quand même celle de savoir si notre profession, enfin, nos professions, j'inclus les magistrats, les greffiers, alors les notaires un peu moins, parce que les notaires sont assez bons dans cet art du lobbyisme, on va dire, mais est-ce qu'on peut encore influer sur la politique du gouvernement pour orienter cette politique sur des questions quand même importantes? Oui. Moi, depuis que je suis avocat, j'ai cette réflexion-là, et moi je crois qu'elle passe par une représentation de la profession unique. Aujourd'hui, on est un monstre à trois têtes, à trois voix. CNB et Barreau de Paris, qui représentent la moitié des avocats de France. Ils doivent avoir leur parole, mais au sein du CNB, c'est si long, puisque le président de la conférence des bâtonniers est vice-président du CNB, et que le Barreau de Paris est également très présent au sein du CNB. Alors, juste pour expliquer, le président du CNB est élu pour 2 ans, et la tradition veut qu'un coup sur 2, c'est un ancien bâtonnier de province, et qu'un coup sur 2, c'est un ancien bâtonnier du barreau de Paris. Oui, alors la qualité de bâtonnier n'a pas d'importance, mais en réalité, on se rend compte qu'ils ont tous été bâtonniers, puisque ça fait des années qu'ils sont dans les instances représentatives. Alors, pourquoi nous sommes moins efficaces, finalement, que les notaires? C'est parce que les notaires, ils parlent d'une seule voix. Ils sont beaucoup moins nombreux que nous, et c'est plus facile d'avoir une concorde. Nous parlons à 3 voix, et c'est parfois inaudible. C'est le fameux proverbe d'avocat. Les notaires sont très bêtes individuellement, mais ils sont très intelligents en groupe. Les avocats sont très intelligents individuellement, mais ils sont très cons quand ils se regroupent. Ouais, alors, oui, après ça fait partie des rentes des valeurs de cette profession, où, dans le sens où on a des égos un petit peu surdimensionnés, on imagine très souvent qu'on est meilleur que les autres, mais bon, après dans la globalité de la parole de l'instance représentative, je crois qu'on sera beaucoup plus efficace et on aura beaucoup plus de poids quand nous parlerons justement d'une seule voix, quand nous ferons confiance à notre représentation et que la parole ne se disperse pas, et qu'on ait quelque part une discipline commune quand il s'agit des grands sujets comme celui-là. Alors, sur ce sujet de loi de programmation de la justice, moi je crois qu'il y a une certaine unité, une certaine cohérence dans les mesures. Depuis l'élection de Mme Ferrel-Schul au CNB, avec la bâtonnière de Paris et avec le président de la conférence des bâtonniers, on a quand même une unité d'action, et que moi j'avais rarement vu dans les autres mandatures. Donc, Ferrel-Schul, ancienne bâtonnière du barreau de Paris, donc parisienne, Marie-Pierre Perron, donc bâtonnière du barreau de Paris, et le président de la conférence des bâtonniers. Ancien bâtonnier de Marseille, Gavaudan. Voilà, j'avais juste un Jérôme Gavaudan. Donc oui, il y a une unité de la part de ces trois autorités, mais
encore une fois, quand on est sur le terrain, quand on est dans nos barreaux, on a une parole de la conférence des bâtonniers, on a le CNB, on a un mélange de tout ça, et aussi la confiance des avocats dans leur propre représentation est quasi pas nulle, puisque quand on regarde le résultat des élections dans les barreaux pour les conseils de l'ordre et pour le CNB, la CNBF, toutes les instances de la profession, ce taux de participation est tout à fait ridicule. Donc, on a plusieurs paramètres qui expliquent la situation et il faudrait que chacun fasse un effort pour faire confiance à sa représentation, aille voter, élit des membres qui les représentent, etc., ce qui n'est pas le cas. Donc, on sera beaucoup plus fort avec les instances gouvernementales quand nous parlerons d'une seule voix et de manière cohérente, commune et forte. Et alors, par rapport à cette cohérence, quelque chose qui m'a quand même interpellé tout au long de l'étude de ce projet de loi, c'est le fait que plusieurs confrères, il y a quand même plusieurs avocats qui sont à l'Assemblée, membres de la majorité de La République En Marche, et beaucoup ont largement critiqué les positions de la profession, allant pour certains jusqu'à considérer que le Conseil national des barreaux allait propager, colporter des fake news à cette occasion. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage entre une profession assez majoritairement unie derrière effectivement l'action du CNB, qui a quand même été moteur sur le projet, il faut quand même le dire. Sur la contestation. Voilà, il faut quand même le reconnaître. Et d'autre part, des membres de la profession à l'Assemblée qui n'ont quasiment pas porté la voix de la profession. Oui, moi j'ai des confrères copains qui s'en foutent royalement du projet de loi. J'ai des copains et des copines, consoeurs, confrères et consoeurs qui sont très impliqués mais qui ne bougent pas, qui restent dans leur cabinet, parce que c'est aussi très important, c'est difficile aussi de se mobiliser, c'est très difficile de laisser son cabinet un jour, 2 jours pour aller préparer une manifestation, monter à Paris, c'est très compliqué pour certains, pour les avocats. Donc, comment expliquer que certains avocats ne soient pas dans le concert de la majorité de la profession? Mais ils ont tout à fait leur liberté de penser, ils ont leur propre conscience et quelque part la difficulté pour moi, le problème il n'est pas tellement là. Ce sont des confrères qui ont parfaitement le droit. Vous savez, il y a des confrères de tous bords politiques, de toutes tendances religieuses, et c'est aussi la différence. Tout à l'heure on parlait avec les notaires, où les notaires on est quand même dans une population qui est quand même qui se ressemble beaucoup. Qui vient d'un milieu assez identique, on peut faire facilement le portrait robot du ou de la notaire, alors que chez les avocats, c'est beaucoup plus difficile de faire le portrait robot type de l'avocat. Donc, moi, ça ne me pose aucune difficulté qu'il y ait des confrères qui soient pour ce projet de loi, qui n'ont certainement pas lu, parce qu'on ne peut pas être pour si on l'a vraiment lu. Après, c'est un aspect politique de la chose, c'est un aspect de communication. Moi, ça ne me pose pas de difficulté. Les soutiens, ils sont nombreux pour ce projet de loi. Voilà. Mais après, c'est tout l'enjeu du débat démocratique. Il faut laisser parler ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont ni pour ni contre. Bien au contraire, comme disait Coluche. Mais moi, ça ne me pose pas de difficulté. Ils ont le droit de s'en foutre et d'être pour. Nous, en tout cas, on est contre. La majorité de la profession, très grosse majorité, est contre ce projet qui a été voté. On espère maintenant que le Sénat fera son boulot de son côté. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, et je l'espère, je ne sais pas, je n'ai pas étudié la question, j'espère que le Conseil constitutionnel sera saisi par les députés et sénateurs qui sont contre ce projet pour pouvoir se battre contre les mesures qui sont totalement contraires aux garanties des droits fondamentaux des justiciables. Ouais. Qui peut aussi être saisi par le président du Sénat, donc oui, alors, c'est possible, vu la manière dont M. Larcher critique ouvertement la République En Marche, c'est possible. Bon, là, c'est... Oui, non, ça m'étonnerait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui fasse.
Alors, une personne qui a par contre vraiment été assez largement critiquée dans ces manifestations, c'est la garde des Sceaux, Madame Eloué. Et une question un petit peu... oui, bref. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que la France ne mériterait pas un meilleur garde des Sceaux, une meilleure garde des Sceaux? Moi, c'est pas à moi de dire ça. J'en sais rien si elle est bien, pas bien, meilleure, pas meilleure. De toute façon, tous les gardes des Sceaux qui sont succédés, il y a toujours eu à redire, il y a toujours des difficultés. C'est extrêmement difficile, ce poste, il est extrêmement difficile. Il y a je ne sais combien de personnes qui se sont succédées. Pour moi, malheureusement, le garde des Sceaux, encore une fois, doit gérer une pénurie de moyens, il doit gérer la misère. La justice est en faillite, comme disait l'ancien Premier ministre Fillon sur l'état des finances de la France. Là, pour le coup, vraiment, le ministère de la Justice est en faillite. On nous parle d'une augmentation du budget, mais comme tu l'as dit, c'est un budget une augmentation qui va quasi exclusivement sur le pénitentiaire. Donc, est-ce qu'on mérite une meilleure garde des Sceaux? On mérite toujours mieux, il y a toujours mieux, personne n'est irremplaçable évidemment. Moi je ne crois pas que la question de fond soit là. La question de fond, c'est de savoir quelle démocratie on veut, quelle république on veut, quel service public de la justice on veut. Il est là l'enjeu, il n'est pas tellement sur la personne, mais sur les idées portées et ce qu'on fait. Voilà, moi la discussion elle est plus là. Voilà. Et juste pour conclure, par rapport au fait que personne n'est irremplaçable, on va juste citer la fameuse formule de Clémenceau lorsqu'on lui parlait de son caractère irremplaçable à la fin de la guerre, et le tigre répondait « Vous savez, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables qui ont été remplacés. » Alors, c'est sur ces quelques mots que va se terminer, sauf s'il y a quelque chose à ajouter. Non, c'est pas. Que va se terminer donc, cette deuxième partie donc, de l'émission sur la loi de programmation sur la justice et la mobilisation qui en a suivi. Et nous, on va se retrouver pour une troisième petite partie sur les aspects un petit peu plus personnels et donc des conseils pour des jeunes avocats, pour des étudiants qui voudraient devenir avocats, voilà, ou des jeunes juristes. Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Merci à tous.